Chunk One. Puis ma femme a dit « Il faut qu'on parte d'ici ». À ce moment-là, nous étions en train de vendre une autre maison pendant que nous vivions dans celle-ci. Alors, elle a dit « Allons simplement dans cette maison ». Et pendant que nous conduisions vers cette maison, vous vous souvenez de Kelsey Grammer? Sa vie actuelle est tellement triste qu'on ne le reconnaîtrait pas. Kelsey Grammer gagnait 1,6 million de dollars par épisode de Frasier. Maintenant, à 70 ans, il a du mal à trouver du travail. Son reboot vient d'être annulé. Les critiques l'ont qualifié d'ennuyeux et de peu amusant. Mais voici ce dont personne ne parle. Cet homme a enterré 4 membres de sa famille à cause de meurtres et d'accidents. Il est allé en cure de désintoxication 5 fois, a eu une crise cardiaque à 53 ans, a perdu un bébé jumeau à 13 semaines et vient d'écrire. Un mémoire qui révèle pourquoi il ne guérira jamais vraiment. Kelsey Grammer est né le 21 février 1965 à Saint Thomas, une île ensoleillée des îles Vierges américaines. Son monde a commencé dans un endroit rempli de musique, de couleurs et de culture. Son père, Frank Allen Grammer Jr., n'était pas seulement un homme d'affaires. Il tenait un café appelé Greer's Place et publiait également un magazine sur la vie insulaire. Il aimait la musique et était profondément connecté à la scène créative caribéenne. La mère de Kelsey, Sally, était une danseuse qui utilisait le nom de scène Sally Sullivan. Elle se produisait avec une élégance et une énergie qui correspondaient au rythme des îles. Entourée d'art et de spectacles, Kelsey a grandi avec l'esprit des Caraïbes qui coulait en lui. Il s'est toujours considéré comme un enfant des Caraïbes et, même à l'âge adulte, il n'a cessé de retourner dans les îles. Cet environnement précoce façonnerait les personnages raffinés et intelligents qu'il allait plus tard incarner. Mais son enfance a changé soudainement en 1957 lorsque ses parents ont divorcé. Il n'avait que 2 ans. Sa mère l'a emmené, lui et sa sœur Karen, et a quitté Saint Thomas. Ils ont déménagé dans le New Jersey pour vivre avec ses parents, Gordon et Evangeline. C'était un monde complètement différent. Les plages chaudes ont été remplacées par des hivers froids. La vie insulaire décontractée a cédé la place à la structure et aux règles. Pendant ce temps, son père est resté à Saint Chunk II. Thomas s'est remarié et a eu 4 autres enfants. Kelsey les voyait rarement. Cette rupture précoce a laissé un profond vide dans sa vie, un manque de lien avec son père qui le suivrait pendant des années. En 1967, quand il avait 12 ans, la famille Selzai de Kelsey a de nouveau déménagé, cette fois à Pompano Beach, en en Floride. Ce déménagement s'est avéré important. Il s'est inscrit à la Pinecrest School de Fort Lauderdale, une école privée de premier plan qui encourageait la créativité. Là, il a découvert quelque chose qui allait changer sa vie, le théâtre. Il a commencé à jouer dans des pièces de CSS de théâtre et des comédies musicales scolaires. Il a trouvé de la joie à devenir différentes personnes sur scène, et cela l'a aidé à gérer la douleur qui s'accumulait tranquillement dans sa vie. Ses professeurs ont vu son talent naturel et l'ont exhorté à le prendre au sérieux. Pour la première fois, il avait une direction claire. Mais au moment où les choses commençaient à se stabiliser, la tragédie a frappé à nouveau. La même année, le grand-père de Kelsey, Gordon, est mort d'un cancer. Gordon avait remplacé son père lorsqu'il avait disparu de sa vie. Sa mort a durement frappé Kelsey. Voir quelqu'un qu'il aimait s'éteindre lentement lui a fait découvrir une douleur à laquelle la plupart des enfants ne sont jamais confrontés. Cela a façonné sa façon de voir le monde. Cela lui a également donné un sens profond de l'émotion qui l'aiderait plus tard à incarner le deuil, la perte et le désespoir à l'écran. Puis vint le coup le plus horrible. En avril 1968, 1 an seulement après avoir perdu son grand-père, le père de Kelsey a été assassiné. Frank Allen Grammer Jr. a été abattu lors d'une vague de violence raciale à Saint Thomas. Ces troubles ont suivi l'assassinat du Dr. Martin Luther King Jr. au début du mois. Kelsey n'avait que 13 ans. Il venait de commencer à surmonter une mort et maintenant une autre s'abattait sur sa vie.
Cette fois, violente, soudaine et définitive. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de clôture, pas de conversation finale. Cette perte a créé une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Elle a approfondi sa compréhension du traumatisme et résonnerait plus tard à travers ses luttes personnelles les plus sombres, la dépendance, la dépression et une recherche constante de paix. Chunk. 3. Malgré tout, Pinehurst School est devenu son refuge. Les frais de scolarité étaient élevés, plus de 30 000 $ par an, même à l'époque. Mais l'expérience était inestimable. Leur théâtre était immense, pouvant accueillir plus de 500 personnes. Kelsey s'est investi dans toutes les opportunités. Il a joué dans des productions scolaires de comédie musicale de Gilbert et Sullivan. Sa professeure de chant, Madame Elizabeth Hanson, croyait en sa voix de baryton et l'a poussé vers la comédie musicale. Il s'est tellement démarqué que les critiques locaux venaient à l'école juste pour le voir jouer. Quelque chose qui n'arrivait presque jamais. En 1973, à l'âge de 18 ans, quelque chose d'incroyable s'est produit. Kelsey a remporté une bourse complète pour la Juilliard School de New York, l'une des écoles d'art dramatique les plus prestigieuses au monde. Seuls 20 étudiants ont été choisis cette année-là parmi plus de 2000 candidats. Son audition, un monologue d'Hamlet, était si puissante que le directeur des admissions aurait dit qu'elle lui avait donné des frissons. Cette bourse, d'une valeur d'environ 8 000 $ par an à l'époque, lui a permis de se former sans se soucier de l'argent. Il a rejoint le groupe 6 aux côtés d'autres futurs C-stars comme Robin Williams et Christopher Reeve. Juilliard était intense. De 6 heures du matin à 10 heures du soir, sa vie tournait autour de Shakespeare. Il étudiait la voix, le mouvement et le texte pendant plus de 40 heures par semaine. Il a mémorisé plus de 15 rôles complets. Il était obsédé par les méchants de Shakespeare, Macbeth, Iago, Richard III, et a plongé profondément dans leur psychologie. Son projet final était un one-man show basé sur Hamlet. Il l'a joué 12 fois, toujours avec des ovations debout. Ses camarades de classe se tournaient souvent vers lui pour obtenir de l'aide pour leurs scènes de Shakespeare. Sa compréhension du jeu classique était en avance sur son âge. Après 2 ans, il a quitté Juilliard et a commencé le dur labeur du théâtre régional. À partir de 1975, il a travaillé à travers le pays. Son premier emploi était payé seulement 75 $ par semaine au Guthrie Theatre de Minneapolis. Il a fait La tempête et le songe d'une nuit d'été, répétant du matin au minuit. Il a voyagé dans plus de 20 théâtres pendant 6 ans, à San Diego, Seattle, Washington, D.C., faisant plus de 60 productions. Chunk 4. Il a joué de tout, des rôles principaux aux personnages secondaires. Son travail le plus difficile a été de jouer Macbeth 47 fois en un été au Utah Shakespearean Festival. La scène était à l'extérieur. Les températures atteignaient parfois plus de 38 degrés. Pourtant, il se présentait tous les jours, déterminé à maîtriser son art. Dans la nuit du 1er juillet 1975, tout a changé pour Kelsey Grammer. Sa sœur Karen, âgée de 18 ans, attendait devant le Red Lobster de Colorado Springs, où travaillait son petit ami. Quelques heures auparavant, elle avait parlé à Kelsey au téléphone. Il faisait des plans pour son voyage en Floride pour célébrer son 19e anniversaire le 15 juillet. Kelsey a terminé l'appel en disant « J'ai hâte de te voir. Je t'aime et à bientôt dans quelques jours. » Il ne savait pas que ce seraient les derniers mots qu'il lui dirait jamais. Karen avait récemment déménagé à Colorado Springs après avoir passé un semestre à l'université en Géorgie. Elle voulait être plus près de son petit ami et travaillait comme serveuse pour subvenir à ses besoins. Les gens se souvenaient d'elle comme étant effrontée et volontaire. Cette audace se manifesterait même dans ses derniers moments. En scène, elle prévoyait de retourner en Floride après le 4 juillet. Cette même nuit, 3 hommes, Freddie Lee Glenn, Larry Dunn et un 3e homme, connu seulement sous le nom de M'Leod, se sont présentés au Red Lobster avec un plan pour le cambrioler. Mais quand ils ont vu Karen assise seule dehors,
ils ont changé d'avis. Ils ont pointé une arme sur elle et lui ont dit de venir avec eux. Au lieu de paniquer, Karen les a regardés et a demandé « Pourquoi faire ?» Mais les hommes sommets s'en fichaient. Ils lui ont lié les mains et l'ont poussé dans leur voiture. Le vol a été oublié. L'enlèvement avait commencé. Comme si l'enlever ne suffisait pas, ils l'ont gardé attaché dans la voiture pendant qu'ils allaient cambrioler un 7-Eleven et un autre dépanneur. Karen était traitée comme un simple bagage sur la banquette arrière. Mais ce qui a suivi était pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Après leur série de vols, ils l'ont conduite à l'appartement de Mlode. Là, Karen a été agressée sexuellement par les 3 hommes, l'un après l'autre. Elle était ligotée et impuissante. Les documents du tribunal montreraient tout plus tard à quel point les attaques étaient systématiques et cruelles. Chunk 5. Karen était terrifiée, mais les hommes lui ont donné de faux espoirs. Ils lui ont dit qu'ils la ramèneraient chez elle après, mais ils n'avaient pas l'intention de la laisser vivre. Plus tard dans la nuit, ils l'ont conduite dans un parc de caravanes, au bout d'une ruelle sombre et sale. Glenn a mis un sac en tissu noir sur sa tête et l'a traînée hors de la voiture. Il l'a forcée à s'agenouiller. Puis, sans hésitation, il lui a dit de lever la tête et l'a attaquée avec un couteau de cuisine. Ce qui a suivi a été une frénésie de violence. Il l'a poignardée 42 fois. Les blessures étaient si profondes qu'un coroner a dit plus tard. On pouvait voir dans son poumon. Elle a été presque décapitée. Après le meurtre, Glenn est retourné à l'appartement et a dit avec désinvolture « Je viens de tuer une fille », tout en essuyant le sang de son couteau. Les 3 hommes ont ensuite partagé l'argent qu'ils avaient volé plus tôt, comme si de rien n'était. Mais Karen n'était pas morte. Pas encore. Bien qu'elle ait été poignardée des dizaines de fois, bien que son cou ait été presque tranché, elle a trouvé la force de ramper. Saignant abondamment et souffrant d'une douleur inimaginable, elle s'est traînée sur près de 120 mètres sur le sol jusqu'à une caravane voisine. Ses empreintes de mains ensanglantées ont été retrouvées étalées sur les murs le long du chemin. Elle a essayé d'atteindre la sonnette, mais s'est effondrée juste en dessous. Elle s'est morte là, sur le pas de la porte, seule. Un homme à l'intérieur de la caravane a finalement appelé le 911, mais il était trop tard. Un couple vivant à proximité a admis plus tard avoir entendu une jeune femme crier, mais a choisi de ne rien faire. Ils sont allés se coucher. Il a fallu 1 semaine pour que le corps de Karen soit identifié. Kelsey Grammer s'est envolé pour le Colorado le 9 juillet pour confirmer qu'il s'agissait bien d'elle. Quand il a vu son corps à la morgue, il a dit qu'elle avait l'air vraiment changé. Elle ne ressemblait pas à sa sœur. Elle ressemblait à un cadavre. Ce souvenir ne l'a jamais quitté. Karen Grammer est morte 2 semaines avant son 19e anniversaire. Elle a passé ses derniers moments à essayer de se sauver. Kelsey n'a jamais pu lui dire au revoir. Chunk 6. Les mots de leur dernier appel téléphonique résonneraient dans son esprit pour le reste de sa vie. Après cela, Kelsey a cessé d'aller en classe. Il ne pouvait pas se concentrer. Comment pouvait-il répéter des monologues ou mémoriser des lignes tout en revivant chaque détail de ses dernières heures? Ses professeurs ont appelé cela un manque de concentration. Mais c'était du chagrin, pur et violent. Il n'a pas protesté quand ils l'ont expulsé. À ce moment-là, il dormait déjà à Central Park, sans le sou, et travaillait de nuit dans des hôtels ou sur des chantiers de construction, juste pour survivre. Assez curieusement, cette même douleur l'a poussé plus profondément dans le théâtre. Après Juilliard, le théâtre n'était plus un choix, c'était sa seule issue. Il a déversé tout, chagrin, culpabilité, rage, dans ses performances. Le théâtre lui donnait un endroit où mettre la douleur. Sur scène, il pouvait dire ce qu'il ne pouvait pas dire dans la vraie vie. Il se voyait comme le protecteur de Karen, son grand frère. Mais elle était partie. Et il ne pouvait pas la sauver. Cette culpabilité ne l'a jamais quitté. Il a déménagé à San Diego. Là, il a rejoint le Old Globe Theatre. Ce n'était pas une salle de classe, mais c'était quelque chose de mieux. Un vrai travail professionnel avec Shakespeare et Shaw. Soir après soir, il s'est surpassé sur scène. Sur scène, donnant tout ce qu'il avait.
Il ne s'agissait pas seulement de jouer, il s'agissait de survivre. Le Old Globe était exigeant, mais c'était aussi une guérison. Entouré d'acteurs qui vivaient pour l'art, il a appris la discipline et a retrouvé sa confiance un rôle à la fois. Puis est venue la longue route à travers le théâtre régional. Pas de sauce, pas de glamour, juste du travail acharné, un faible salaire, différentes villes, de nouvelles pièces toutes les quelques semaines. Parfois classiques, parfois modernes. Il a continué à bouger, à continuer à travailler, à continuer à courir. Peut-être que s'il restait assez occupé, les souvenirs ne le rattraperaient pas. Chunk, 7. Mais ils l'ont fait. Alors, il les a laissés entrer dans le travail. Son traumatisme est devenu une partie de chaque rôle. Lentement, il est devenu connu pour son intensité, son honnêteté, pour quelque chose de plus profond que la technique. Off-Broadway était la prochaine étape, des rôles plus importants, des scènes plus grandes. Il a joué dans Plenty, Un mois à la campagne et même Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim. Ce n'étaient pas que des pièces, c'étaient des tournants. Les critiques ont pris note. Les initiés de l'industrie ont commencé à chuchoter son nom. Mandy Paddington a partagé la scène avec lui. Chaque spectacle exigeait une nouvelle version de Kelsey, et il a répondu présent. Subtil, précis, émotionnellement brut, sa formation classique fusionnait désormais avec quelque chose de réel. Mais la télévision n'attendait pas poliment. C'était brutal. Il a commencé avec les soaps. Un autre monde, Guiding Light et One Life to Live. Il payait 300 $ par épisode. Il s'en sortait à peine. Un rôle s'est terminé après 13 épisodes. Trop théâtral, a dit le producteur. Un autre emploi n'a duré que 2 semaines. On lui a dit « Vous jouez Hamlet pour les femmes au foyer ». Une émission l'a viré. Une autre a tué son personnage. Il était de nouveau fauché, mangeant des restes de pizza au-dessus d'une pizzeria, dormant dans un studio infesté de souris. Puis est venue la mini-série Kennedy de NBC. Cela aurait pu être sa grande chance. Il a été choisi pour un rôle plus important, jusqu'à ce que les producteurs découvrent qu'il avait un problème d'alcool. Il s'est présenté ivre sur le plateau, a interrompu le tournage. Le réalisateur a failli porter plainte. Chunk, 8. NBC a même engagé un détective privé pour le surveiller. Martin Sheen, qui jouait JFK, l'a découvert. Au lieu de laisser le studio le virer, Sheen a payé pour sa cure de désintoxication de sa propre poche, 25 000 $. Cette décision a sauvé la vie de Grammer. En 1984, il a auditionné pour Cheers. Le rôle du Dr. Fraser Crane n'était pas censé durer, seulement 6 épisodes. Grammer n'en voulait même pas. Il avait une date d'audience ce même jour pour conduite en état d'ivresse et s'est présenté dans les vêtements dans lesquels il avait dormi. Il avait besoin d'argent pour ses frais juridiques, qui avaient atteint 40 000 $. Le studio lui a offert un accord, 6 épisodes, mais si les fans l'aimaient, il prolongerait le contrat. Il a dit oui. Il a filmé sa première scène moins d'1 jour plus tard. Le public a adoré Frasier, un psychiatre intellectuel pompeux qui se sentait pourtant humain. Peut-être parce que Kelsey puisait dans une douleur réelle. Son père avait été assassiné quand il avait 13 ans. Sa sœur était partie. Ses demi-frères sont morts dans un accident de plongée sous-marine inhabituel. Il ne jouait pas Frasier. Il était Frasier avec de l'esprit, de la tragédie et des défenses construites sur de grands mots. Les Emmy l'ont remarqué et il a été nominé en 1988 et de nouveau en 1990. En coulisses, cependant, les choses s'effondraient. Il s'est présenté ivre à la cérémonie de 1988. Angela Lansbury a dû l'aider à se tenir debout. La voix de Frasier venait de son beau-père violent. Il a transformé le traumatisme en performance et gagnait bientôt 45 000 $ par épisode. Mais la dépendance n'a cessé de croître. Il dépensait plus de 2 000 $ par semaine en cocaïne. De 1944 à 1993, il a manqué 47 jours de tournage à cause de la drogue. Cela a coûté à NBC plus de 3 millions de $. Chunk 9.
Une fois, pendant la semaine des sweeps en 1990, il a disparu pendant 6 jours. Les scénaristes se sont démenés, disant que Frazier était allé à une conférence psychiatrique en Europe. En réalité, il était assis dans une cellule de prison à Los Angeles. Personne sur le plateau ne le savait. Pourtant, le personnage n'a cessé de grandir. Et lorsque Frazier a été lancé en 1993, cela semblait risqué. Ils ont déplacé le personnage à Seattle. Lui ont donné une nouvelle distribution. Un père grincheux, un frère prétentieux, une infirmière britannique excentrique. Cela a coûté 4 millions de dollars juste pour le lancement. Les groupes de discussion n'ont pas été impressionnés, mais le public l'a été. L'émission a explosé. Grammer a remporté des Emmy en 1994, 1995 et 1998 pour le meilleur acteur dans une comédie. En 1995, il a battu Seinfeld et Tim Allen. En 1998, il a éclipsé Tout le monde aime Raymond. Au Golden Globe, il a gagné en 1995 et de nouveau en 2000, en plein milieu de l'ère Friends. Personne n'avait fait ce qu'il avait fait. 3 séries différentes, un personnage, des nominations aux Emmy pour Cheers, Wings et Frasier. 16 ans, des milliards de dollars en syndication. Les médecins disent toujours que les patients mentionnent le Dr. Frazier Crane en thérapie. Kelsey Grammer n'a pas seulement joué. Il a construit un deuxième empire en utilisant uniquement sa voix. Cela a commencé en 1990 lorsqu'il est devenu la voix de Tahiti Bob dans Les Simpsons. Ce personnage, un mélange de Shakespeare et de slapstick, est devenu l'un des plus emblématiques de la télévision. Grammer avait initialement auditionné pour jouer Bard, mais les créateurs ont immédiatement su que sa voix naine profonde et entraînée serait parfaite pour quelque chose de plus tordu et raffiné. Et ils avaient raison. Pendant plus de 30 ans, il a prêté sa voix à Tahiti Bob dans 22 épisodes, improvisant même le fameux gémissement lorsqu'il marche sur un râteau que les fans se souviennent encore. En 2006, ce rôle lui a valu son 5e Emmy, faisant de lui l'un des rares acteurs à remporter des Emmy pour le jeu en direct et le travail vocal. Dans les années 2000, son chèque de paie pour chaque apparition a atteint 300 000 $, prouvant à quel point sa voix était devenue puissante. Mais Grammer ne s'est pas arrêté aux Simpsons. Chunk, 10. En 1999, il a prêté sa voix à Papy Pépite dans Toy Story 2, gagnant environ 1,2 million de dollars pour seulement 3 semaines de travail. Disney voulait quelqu'un qui puisse avoir l'air chaleureux et digne de confiance tout en étant sinistre. Grammer a livré les deux, tout comme il l'avait fait en tant que Frasier. 2 ans plus tôt, il avait prêté sa voix à Vladimir dans Anastasia, se tenant aux côtés de Meg Ryan et John Cusack. Ce film a rapporté 140 millions de dollars dans le monde et est devenu le premier film d'animation non des Disney des années 90. Mais derrière tout ce succès d'animation se cachait quelque chose de plus sombre. Le doublage ne lui a pas seulement donné une liberté créative, cela lui a donné du temps pour se cacher, du temps pour lutter contre la dépendance. Il pouvait enregistrer par courtes rafales tout en luttant dans les coulisses. Cette voix profonde et douce qui lui a rapporté des millions, il l'avait façonnée enfant, essayant de faire face à un traumatisme auquel personne ne devrait être confronté. En 1988, ce traumatisme a failli le consumer. Au sommet de sa gloire dans Cheers, la police l'a arrêté à Beverly Hills. Il avait 1,5 g de cocaïne sur lui et un taux d'alcoolémie de 0,12. Il gagnait 75 000 $ par épisode à l'époque, mais hors caméra, il s'effondrait. Des rapports ont révélé qu'il luttait contre la dépendance depuis des années, se présentant même sur le plateau de Cheers sous l'emprise de la drogue. NBC a envisagé de le supprimer complètement de l'émission. L'histoire a fait les gros titres dans toute l'Amérique. Il a été condamné à 10 jours de prison et 300 heures de travaux d'intérêt général. Mais cette arrestation n'était pas seulement un scandale de célébrité, c'était l'exposition publique d'années de douleur. Cette douleur avait des racines.
En 1975, la sœur de Grammer, Karen, a été enlevée devant un Red Lobster à Colorado Springs. Elle n'avait que 18 ans. Ses agresseurs l'ont agressée sexuellement, puis l'ont assassinée, laissant son corps dans un parc de mobile homes. Grammer, seulement 20 ans, a dû l'identifier et témoigner devant le tribunal. Ce traumatisme l'a détruit. En quelques semaines, il buvait. Dans les années 1980, il était plongé dans la cocaïne, dépensant environ 3 000 $ par semaine, soit environ 7 500 $ en argent d'aujourd'hui. Chunk 11. Il a avoué plus tard avoir consommé de la cocaïne dans sa loge de Cheers entre les prises, cachant sa dépendance à la distribution pendant des années. Chaque fois que l'un des assassins de Karen était admissible à la libération conditionnelle, Grammer revivait le cauchemar. Chaque audience le ramenait dans les ténèbres et maintenait son cycle de dépendance en vie. Cette même arrestation de 1988, qui a failli faire y mettre fin à sa carrière à la télévision, lui a également coûté quelque chose d'encore plus personnel, un rôle à Broadway. Il venait de signer un contrat de 15 000 $ par semaine pour jouer dans My One and Only, une comédie musicale primée aux Tony Awards. C'était la percée dont il rêvait depuis Juilliard. Mais seulement 3 semaines avant le début des répétitions, son arrestation a fait les gros titres. Les producteurs l'ont laissé tomber. Sa chance de revenir enfin sur scène s'est envolée. Cela l'a anéanti, mais cela l'a aussi réveillé. Il est entré en cure de désintoxication. Ironiquement, son personnage de Cheers, Frasier Crane, était écrit comme plus raffiné et cultivé, en partie pour refléter la formation classique de Grammer dans la vraie vie. Perdre ce rôle à Broadway a rendu le contraste encore plus douloureux. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. En 1980, Grammer a perdu 2 de ses demi-frères dans l'un des accidents les plus horribles imaginables. Il faisait de la plongée sous-marine au large de Saint Thomas. Lorsque Billy n'est pas remonté à la surface, Steven a replongé pour le sauver. Steven est mort d'une embolie gazeuse après être remonté trop vite à la surface. Le corps de Billy n'a jamais été retrouvé. Les autorités ont admis plus tard que Billy avait probablement été attaqué par un requin. Ils ont même tué plusieurs requins et en ont trouvé un dont les marques de morsure correspondaient à l'équipement de plongée de Billy, mais ils l'ont gardé secret, craignant que cela ne nuise au tourisme. La famille Grammer s'est vue refuser la clôture. Kelsey a perdu ses 2 frères en une seule journée et n'a jamais eu toute la vérité. La vie personnelle de Grammer était tout aussi chaotique. En 1982, il a épousé la professeure de danse Doreen Alderman. Leur mariage a duré 8 ans, mais ils ont été séparés pendant 6 d'entre eux. Pourtant, il a produit sa fille Spencer, née en 1983. Elle est devenue une actrice à succès à part entière. Chunk, 12, connue pour Greek et pour avoir prêté sa voix à Summer dans Rick and Morty. En 2011, elle a eu un fils, faisant de Grammer un grand-père. Spencer est devenu un point lumineux dans une vie pleine d'ombre, la preuve que quelque chose de bien est ressorti de toute la douleur. Mais toutes les relations ne se sont pas terminées aussi bien. En 1982, Grammer a épousé Lee Ann Swaney, une danseuse exotique de 22 ans. Cela s'est transformé en cauchemar. Il a révélé plus tard qu'elle l'avait maltraité physiquement et émotionnellement. Elle lui crachait au visage, brisait des verres sur sa tête et lui disait qu'il n'était pas aimable. Il a demandé l'annulation du mariage alors qu'elle était enceinte de 3 mois. Il a affirmé qu'elle avait un jour tiré sur lui avec une arme à feu. Le tribunal l'a expulsée de sa maison et la bataille est devenue laide. Elle a refusé d'accepter l'annulation du mariage, se battant plutôt pour un règlement de divorce. Finalement, elle a été accordée, mais Grammer a quand même dû payer 7 500 $ par mois de pension alimentaire. Puis, ça est venu le moment le plus sombre. Quelques jours après l'ordonnance du tribunal, Chwaney a été retrouvée dans une chambre d'hôtel de Malibu après une tentative de suicide. Elle a laissé une note qui disait « Kelsey ne m'aime pas ». Elle était toujours enceinte. Le traumatisme émotionnel de l'incident lui a fait perdre le bébé.
Grammer avait voulu la garde de l'enfant malgré tout, mais la grossesse s'est terminée, ne laissant derrière elle que chagrin et culpabilité. Cette perte, comme tant d'autres auparavant, a ajouté un autre poids sur les épaules de Grammer. Un poids qu'il a porté pendant des années à travers plus de dépendance, plus de thérapie et plus de revers. En septembre 1996, Kelsey Grammer a écrasé sa Dodge Viper de 66 000 $. C'était un cadeau de NBC pour le succès de Frasier. Il conduisait seul près de sa maison, à environ 61 km du centre-ville de Los Angeles, lorsqu'il a perdu le contrôle et a détruit la voiture de 450 chevaux. Il s'est extirpé avec des coupures et des contusions. La police l'a arrêté pour suspicion de conduite en état d'ivresse. Ils ont testé son taux d'alcoolémie ce soir-là et ont recommandé des accusations. C'était une grave frayeur, mais au lieu de la combattre, Grammer s'est enregistré en cure de désintoxication au Betty Ford Center. Cette fois, le programme de 30 jours a fonctionné. Il est resté à l'écart de la cocaïne à partir de ce moment. Chunk, 13. Il a dit plus tard, « C'était amusant. C'est juste que cela finit par devenir quelque chose que vous ne pouvez pas continuer à faire. » J'ai finalement arrêté la cocaïne en 1996. Cette décision a marqué un changement majeur. Bien qu'il ait encore bu de l'alcool occasionnellement, ses jours de drogue dure étaient enfin terminés. L'année suivante, sa relation avec Camille Donatachi a commencé. Ils se sont mariés et sont restés ensemble pendant 14 ans. Pendant ce temps, sans étape, ils ont construit une famille en utilisant la maternité de substitution. Leur fille Mason est née en octobre 2001. Leur fils Jude a suivi en août 2004. Bien que les raisons du recours à une mère porteuse n'aient pas été rendues publiques, cela leur a permis de fonder une famille au plus fort du succès de Grammer. Il venait de remporter 2 Emmy Awards en 1994 et 1995. Camille l'a soutenu pendant sa convalescence. Mais le mariage n'a pas été facile. Grammer a admis que son travail avait souvent des conséquences néfastes sur leur vie personnelle. Pourtant, leurs 2 enfants sont restés une partie stable de son monde, même après leur divorce, en 2011. Camille a continué à trouver sa propre gloire dans The Real Housewives of Beverly Hills, mais leur lien à travers les enfants est resté fort. En juin 2008, Grammer a fait face à une autre frayeur. Pendant ses vacances à Hawaï avec Camille, il a subi une légère crise cardiaque après avoir fait du paddle. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et soigné rapidement. L'événement l'a choqué. Il n'avait aucun problème cardiaque connu auparavant. Le timing était frappant. Cela s'est produit juste au moment où il était sevré de cocaïne depuis plus de 10 ans. Cet incident l'a forcé à réfléchir à sa santé. Son attaché de presse a dit qu'il serait libéré cette semaine-là, mais l'impact réel était interne. Grammer a commencé à penser plus sérieusement à ralentir et à se concentrer sur sa famille et son bien-être. 3 ans plus tard, en 2011, il a épousé Kate Walsh. Elle avait 25 ans de moins et avait travaillé comme hôtesse de l'air. Leur relation avait commencé alors qu'il était encore marié à Camille, ce qui a suscité des critiques du public. Mais le lien entre Kelsey et Kate s'est renforcé. Ils ont souffert de pertes de grossesse, mais ont trouvé de la force l'un dans l'autre. Chunk, 14. Leur fille Faith est née le 13 juillet 2012. Le couple s'attendait à des jumeaux, mais a perdu le garçon. Le nom Faith vient d'une pierre que Grammer a trouvée à l'église. Cela a ensuite inspiré le nom de sa brasserie, Faith American Brewery. Leur fils Gabriel est arrivé en juillet 2014 et leur plus jeune, Auden, en novembre 2016. Grammer a nommé Auden d'après le poète Wayne James, d'après le chanteur James Taylor et Ellis d'après son arrière-grand-père. À 70 ans, il a réfléchi à ce chapitre tardif de la paternité en disant « Vous avez la chance de réessayer en quelque sorte. Cela a été un vrai cadeau. » En octobre 2023, Grammer est revenu au rôle qui l'a rendu célèbre. Frasier est revenu en tant que reboot sur Paramount+. Il a été créé le 12 octobre et a duré 2 saisons avant d'être annulé en janvier 2025. Les critiques n'ont pas été impressionnées.
La saison 1 a obtenu 60% et la saison 2 est tombée à 58% sur Rotten Tomatoes. Les critiques l'ont qualifié d'ennuyeux et de peu amusant, mais le public a été plus indulgent, donnant à l'émission environ 80% d'approbation. Grammer a blâmé le réseau pour une mauvaise promotion et un manque de soutien. Il a estimé que l'équipe d'origine derrière le redémarrage était passée à autre chose, laissant le projet entre les mains de personnes qui n'étaient pas passionnées. Pourtant, il était et resté optimiste quant à la possibilité que l'émission trouve un meilleur foyer. Le 6 mai 2025, il a publié un mémoire intitulé « Karen ». Un frère se souvient. Il racontait toute l'histoire du moment le plus douloureux de sa vie, le meurtre brutal de sa sœur Karen, âgée de 18 ans. Elle a été enlevée le 1er juillet 1975 au restaurant Red Lobster où elle travaillait à Colorado Springs. Ses agresseurs l'ont violée, l'ont poignardée 42 fois et l'ont presque décapitée. Grammer n'avait que 20 ans et étudiait à Julia lorsqu'il s'est envolé pour le Colorado pour identifier son corps. Le mémoire était brut et profondément personnel, utilisant un style de flux de conscience pour transmettre sa douleur. Il a appelé Karen « l'amour de ma vie » et a dit « son meurtre a tué un coin de mon cœur ». Le livre a été nommé l'un des titres les plus attendus de 2025 par Oprah Daily et People. Il a également révélé comment ce traumatisme avait alimenté ses dépendances pendant des années. Maintenant, à 70 ans, Kelsey Grammer dit qu'il est enfin en paix. Il a 7 enfants et est toujours marié à Kate. Sa vie a été marquée par d'énormes pertes. Son père a été assassiné en 1968. Ses demi-frères jumeaux se sont noyés en 1980. Et Ilos a été confronté à d'innombrables luttes contre la dépendance. Chunk, 15. Dans le mémoire, il a également partagé la décision douloureuse que Kate et lui ont prise d'avorter l'un de leurs jumeaux à 13 semaines pour sauver l'autre, qui est maintenant leur fille, Faith. Il a écrit que le souvenir de cette décision pèse encore sur lui. Grammer a parlé d'avoir entendu une voix dans sa tête, pendant ces moments les plus sombres, lui disant d'arrêter. Mais parfois, a-t-il dit, une autre voix l'exhortait à céder. Malgré tout, il a trouvé son chemin. Après 5 décennies de traumatisme, de gloire et de perte, il a trouvé quelque chose qui a finalement persisté. La famille, la sobriété et la chance de recommencer.